Donc, l'Entity Framework, c'est un framework de mapping objet relationnel, un ORM. Alors, un ORM, un mapping objet relationnel framework, donc c'est une technique de programmation informatique qui vous permet de créer l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle. C'est-à-dire qu'il va utiliser une base de données relationnelle et il va vous donner l'impression que vous êtes en train de travailler avec une base de données orientée objet. Donc, et ceci, on le fait en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez une application dans laquelle vous avez des classes qui est orientée objet et vous avez une base de données relationnelle et le framework de mapping objet relationnel va faire la liaison entre les tables que vous avez dans la base de données et les classes que vous avez dans l'application. Bien sûr, il va faire la liaison entre les classes et les tables. À l'intérieur de la classe, il va faire la liaison entre les attributs et les champs de la table. Alors, l'Entity Framework, c'est un framework de mapping objet relationnel officiel de .NET Framework. Il a été développé par Microsoft en utilisant le langage C#. Et il permet de manipuler des objets C# et donc de ne plus réécrire des requêtes SQL. Donc c'est ça l'objectif principal, c'est de ne pas écrire des requêtes SQL parce que le fait d'écrire des requêtes SQL, ça prend beaucoup de temps et ça engendre beaucoup de copier-coller et donc la productivité du développeur donc il est très faible. Alors la documentation officielle vous l'avez dans ce site-là. Alors, bien sûr, il y a d'autres ORM pour C#. Donc, il y avait Hibernate, qui est plus ancien que Entity Framework. Il y a PetaPoco. Bien sûr, ces deux frameworks qui sont inspirés des concepts Java, comme JavaBeans. Bien sûr, Hibernate, donc il ressemble à Hibernate, mais il est adapté à .NET. Alors, concrètement, donc l'ORM c'est un programme informatique qui joue le rôle de traducteur entre le modèle relationnel et le modèle objet. C'est-à-dire qu'il fait la correspondance et bien sûr il va générer des requêtes SQL en fonction des appels que vous faites dans votre application, des objets, un ajout d'objet, donc il le convertit en requête insert, etc. L'objectif c'est de ne plus écrire des requêtes SQL dans les classes. Il y a deux composants dans les ORM. Il y a les entités, ce sont des classes qu'on va implémenter, ce sont des classes C#, des classes qui contiennent des propriétés, un constructeur sans paramètres. Et le gestionnaire d'entités, c'est une classe qui existe déjà, qu'on va utiliser pour persister les entités dans la base de données. Bien sûr, c'est un gestionnaire, c'est-à-dire qu'il va permettre d'ajouter, modifier, supprimer, de requêter sur les objets, etc. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a des classes entités et les classes entités sont les classes personnes, la classe client, produit, etc. Le gestionnaire d'entité, donc c'est lui qui va nous permettre d'ajouter, modifier, supprimer, etc. Alors, dans le cas d'entité framework, donc une entité c'est un POCO, c'est-à-dire POCO ça veut dire Plain Old CLR Object, donc c'est l'équivalent de POJO en Java, Plain Old Java Object. Donc c'est une classe spéciale qui contient uniquement, dans le cas de Java, elle contient des attributs privés, des get et des set, le constructeur sans paramètres. Et dans le cas de C#, donc il contient des propriétés. Éventuellement, vous pouvez ajouter également des attributs privés. Une propriété, ça veut dire un get et un set. Et bien sûr, le constructeur sans paramètres. Vous avez le droit d'ajouter un constructeur avec paramètres, mais le constructeur sans paramètres, il est obligatoire. Et vous avez le gestionnaire d'entités, c'est Linked Entities qui permet de gérer les entités, l'ajout, la modification, la suppression. Alors, il y a trois approches pour l'Entity Framework. Soit Code First, Database First ou bien Model First. Code First, ça veut dire qu'on va écrire les quantités et les entités. Ensuite, on va demander à Entity Framework de générer la base de données correspondante. C'est-à-dire qu'il va générer même le code qui permet de créer les tables.
Il y a également database first. On crée d'abord la base de données, ou bien une base de données qui existe déjà. Donc peut-être que la base de données existe déjà. Et ensuite, on demande à Entity Framework de générer les entités qui correspondent à cette base de données. Et enfin, vous avez Model First. On crée un modèle, c'est-à-dire un diagramme de classe. C'est-à-dire qu'on va faire la conception d'un diagramme de classe, des classes avec les associations entre ces classes. Ensuite, on va demander à Entity Framework de générer à la fois la base de données et les entités correspondantes à ce modèle. Alors, on va voir d'abord Database First. Alors, Database First, nous disposons d'une base de données qui existe déjà, ou bien on l'a créée d'abord. Nous allons donc générer les entités qui correspondent au schéma relationnel existant. Ensuite, on va utiliser linked entities pour manipuler cette base de données. Alors d'abord, ici vous avez la base de données qu'on va utiliser. Donc vous avez deux tables. Vous avez la table categories et vous avez la table articles. Bien sûr, il y a une clé étrangère ici. Donc un article, donc il appartient à une catégorie. Donc, ici vous avez la clé étrangère, catégorie ID. Là, est-ce que le serveur? Donc généralement, Entity Framework, on travaille avec SQL Server. C'est le plus adapté à la plateforme .NET. Alors ici vous avez votre projet. Donc on va cliquer sur ajouter ici, nouvel élément. Ensuite on va choisir données. Ensuite on va choisir Adobe.NET Entité Data Model. Ensuite on va changer le nom. Donc bien sûr le nom par défaut c'est modèle 1. On va changer le nom, on va donner un nom significatif. Donc je mets ici commerce modèle. Donc ça c'est le nom de l'entité data model. Ensuite, donc vous avez cette fenêtre là qui vous demande de choisir la stratégie que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez model first, code first, database first, etc. Donc pour l'instant, je vais choisir Entity Framework Designer à partir de la base de données. Donc je sélectionne et je clique sur suivant. Ensuite, ici, vous avez les différentes connexions que vous avez, les bases de données que vous avez. Donc, vous sélectionnez la base de données que vous avez déjà créée. Ensuite, vous sélectionnez ici inclure les données sensibles dans la chaîne de connexion. Et vous tapez ici le nom de votre contexte d'entité. C'est ce contexte d'entité qu'on va utiliser pour gérer les objets, c'est-à-dire l'ajout, la modification, la suppression, etc. Ensuite, on choisit ici la version de l'Entity Framework. Et on clique sur suivant. Donc ici, je choisis la dernière version, 6.x. Ensuite, ici, on vous demande de choisir quelles sont les tables pour lesquelles vous voulez générer les classes. Donc, je choisis toutes les tables. Donc, vous avez des tables articulées et catégories. Donc, parfois, donc, vous pouvez avoir une vingtaine de tables. Vous ne voulez pas choisir toutes les tables. Vous choisissez les tables qui vous plaisent. Et bien sûr, vous avez la possibilité également de choisir les vues, les procédures et fonctions stockées, etc. Et on clique ici sur mettre au pluriel ou au singulier les noms d'objets générés. C'est-à-dire que si vous avez ici un pluriel, la classe générée, il va être masculin, singulier, donc article sans S. Et si vous avez ici article sans S, il va générer une classe qui correspond à article avec S. Donc mettre au pluriel ou au singulier les noms d'objets. Si les tables sont au pluriel, il va mettre la classe au singulier et l'inverse. Ici, je lui demande également d'inclure les colonnes de clés étrangères dans le modèle. Donc, par exemple, produit ID, ou article ID, donc il va l'introduire dans le modèle. Non, pas produit ID, article ID, c'est catégorie ID, il va l'introduire dans le modèle produit. Alors ensuite, donc, vous allez obtenir une fenêtre qui contient ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui contient deux classes avec une association entre ces deux classes. Donc une association 1 à plusieurs. Alors bien sûr ici comme vous voyez, donc vous avez ici catégorie en anglais. Pourquoi? Parce que j'ai catégorise, donc catégorise pour la rendre au singulier, donc il croit que c'est de l'anglais, donc il a mis catégorie avec Y. Et bien sûr vous avez les différents champs, etc. Et vous avez
les variables de navigation, les propriétés de navigation, catégorie ici. Donc un article, il appartient à une seule catégorie. Une catégorie contient plusieurs articles. Donc vous avez le droit de mettre par exemple un objet type catégorie dans la classe article, c'est-à-dire que cet article appartient à cette catégorie. Et dans catégorie, vous avez la possibilité de mettre une liste d'articles qui appartient à cette catégorie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une association bidirectionnelle. Donc c'est pas la même chose qu'en SQL. Dans le diagramme de classe, donc on a la possibilité d'utiliser des associations bidirectionnelles. Alors je peux changer tout ce que je veux ici. En particulier ici, je vais changer le nom de la classe. Je mets catégorie avec IE à la fin. Je peux changer également les noms des différents champs que vous avez ici. Donc bien sûr, vous changez uniquement les éléments des classes que vous avez générées. Mais la table, donc, il reste inchangée. Les tables que vous avez dans la base de données, il reste inchangé. Nous sommes en train de changer des propriétés ou bien le nom de la classe qui est généré à partir des tables. Donc bien sûr, vous avez la possibilité de supprimer l'une des propriétés de navigation. Par exemple, il se peut que par exemple, moi je veux, pour chaque article, je veux savoir à quelle catégorie il appartient, mais ça ne m'intéresse pas de savoir une catégorie, quels sont les articles qu'elle contient. Donc dans ce cas-là, je peux supprimer cette propriété de navigation parce que je n'en ai pas besoin. Mais il ne faut pas supprimer les deux parce qu'il va falloir avoir une façon avec laquelle vous allez accéder à un objet à partir de l'autre. Parce que l'article, par exemple, j'ai besoin de savoir dans quelle catégorie il se trouve. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc si vous voulez créer un objet, par exemple, ajouter un objet dans la base, un objet de type article dans la base de données. Donc, on a déjà créé, renommé la classe du contexte. Donc, on l'a appelé commerce contexte. Alors, cette classe-là, on va l'utiliser ici. Donc, on va déclarer un objet type commerce contexte. Contexte égale commerce contexte. Ensuite, je crée un objet type article. Donc, bien sûr, pour créer un objet type article, je dois lui associer une catégorie qui existe déjà dans la base de données. Alors, pour récupérer une catégorie qui existe dans la base de données, je vais créer un objet type catégorie égale contexte, ce contexte-là, point catégorise. Donc, il y a contexte.catégorise et il y a contexte.articles. Contexte.catégorise contient tous les objets catégories qui correspondent à des enregistrements dans la table catégorie. Et contexte.articles, il contient tous les objets qui correspondent à des enregistrements dans la table article. Alors ici, je mets contexte.categories.find entre parenthèses 2. 2, c'est l'idée. Donc je lui donne l'idée, il me retourne la catégorie qui correspond à cette idée. Alors bien sûr, si cette idée n'existe pas, il va vous donner nul. Donc moi j'ai choisi une idée qui existe. Normalement, vous devez afficher la liste des catégories dans un combo box. Donc vous l'affichez dans un combo box. Ensuite, vous choisissez à partir de ce combo box là. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez choisir quelque chose qui existe déjà. Alors une fois que vous avez votre catégorie, je crée un objet type article égale new article. Je donne le nom de l'article égale nom article. Ce nom, vous pouvez le récupérer à partir des ordres de texte. Prix égale 2500, quantité égale 3, catégorie égale catégorie 2 que je viens de récupérer. C'est cette catégorie 2. Ensuite, pour l'ajouter dans la base de données, il suffit de mettre context.articles.add article 2. Ensuite, context.saveChanges. SaveChanges, c'est une fonction qui permet de répercuter les changements que vous faites dans le contexte et va les répercuter dans la base de données. C'est-à-dire que ce que vous avez ajouté ici dans cette collection, il va l'enregistrer dans la base de données. La deuxième méthode, on peut faire ça en utilisant les propriétés de navigation. Alors comment on va faire ça? Donc vous avez commerce contexte, contexte égale commerce contexte. Ensuite je récupère une catégorie, c'est la catégorie qui a pour ID 2. Ensuite je mets catégorie 1, je vais ajouter, au lieu d'ajouter un article en lui associant une catégorie, je vais ajouter l'article dans une catégorie. Donc comment on va faire? Donc vous avez catégorie 1, cette catégorie que je viens de récupérer, .articles, .add, entre parenthèses, new article, je lui donne le nom, le prix et la quantité. Et je mets context.saveChange, il va enregistrer automatiquement dans la base de données. Parce que si j'ai changé cette collection qui se trouve dans la catégorie, cette collection c'est quoi? C'est tout simplement ça, c'est simplement la propriété de navigation. Donc j'ai ajouté quelque chose dans cette collection, je lui demande d'enregistrer, il va enregistrer les changements.
Save changes, ça veut dire enregistrer les changements. Maintenant, je veux modifier une entité, un objet. Donc, je récupère cet objet avec la méthode find. Donc, c'est article 1 égale context.articles.find 3. Donc, je veux modifier l'article 1 unité 3. Je le récupère d'abord. Ensuite, je mets article 1.nom égale autre chose. Article.prix égale autre chose. Article.quantité égale autre chose. Ensuite, je l'affecte à une nouvelle catégorie qui n'existe pas. Donc, je peux lui garder sa catégorie, mais je peux l'affecter à une autre catégorie. Article 1.catégorie égale new catégorie, entre parenthèses non égale multimédia. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Cette catégorie n'existe pas, il va l'ajouter dans la table catégorie. Ensuite, il va ajouter cette catégorie dans la table catégorie. Ensuite, il va créer un article il va modifier l'article 1 qui correspond à l'idée 3. Il va lui donner ce nom, ce prix, cette quantité. Il va lui associer la catégorie que je viens de créer. Donc, bien sûr, il faut d'abord mettre context.saveChange. Donc ça, ici, vous voyez que je peux modifier toutes les propriétés, y compris la propriété de navigation, sachant que je peux même créer une nouvelle instance de cette propriété de navigation. C'est-à-dire, c'est pas forcément, je ne vais pas forcément l'associer à une catégorie qui existe déjà, mais je peux même créer une nouvelle catégorie qui va s'ajouter dans la table catégorie et je l'associe à cet objet article. Alors maintenant, ici, je lui associe une catégorie qui existe déjà. Donc, ce n'est pas une catégorie que je vais créer. Donc, comment on va faire? Je récupère d'abord l'article que je veux modifier. C'est l'article qui est pour id 3. Je lui donne un nouveau nom, un nouveau prix, une nouvelle quantité. Et je lui affecte la catégorie qui est pour id 4. Donc, c'est contexte.catégorie. Find 4. Donc, ça veut dire que je récupère une catégorie à partir de la base de données. Cette catégorie, elle existe déjà. C'est pas la même chose qu'ici. Ici, je lui donne une catégorie qui n'existe pas dans la base de données. Il va la créer, ensuite, il va l'associer à l'article. Maintenant, pour supprimer une entité. Alors, pour supprimer une entité, donc, c'est la même chose. Donc, vous créez un objet type commerce contexte. Vous récupérez l'article que vous voulez supprimer. C'est l'article qui est pour id3. Ensuite, context.articles.remove entre parenthèses article 1 et context.saveChanges. Donc c'est suffisant pour supprimer l'objet à partir de la base de données. Maintenant, pour récupérer la liste des articles, ou bien la liste des catégories. Donc c'est simple. Vous créez d'abord un objet type contexte. Ensuite, vous avez var articles égale context.articles. Donc ça vous permet de récupérer des objets de type DB7. DB7 c'est article, c'est une collection spéciale database set, c'est-à-dire un ensemble. DB7, un set c'est quoi? C'est tout simplement une collection qui n'accepte pas des doublons. Bien sûr, il ne va pas accepter des doublons puisque je récupère les données à partir d'une table et cette table contient une clé primaire. Donc forcément, il n'y a pas deux objets qui ont la même clé primaire. Donc ce sont des objets qui sont différents. Donc c'est un objet DB7 que vous pouvez transformer en liste en mettant tout simplement tout liste. Donc ici, vous pouvez requêter directement sur ces DB7 là. Mais DB7 c'est une collection qui implémente plusieurs interfaces, en particulier l'interface IEnumérable. Cette interface IEnumérable elle est également implémentée par la classe list. Et donc vous pouvez tout simplement mettre ici list catégorise égale context.catégorie.toList. Ça vous permet de transformer le DB7 en liste. La même chose pour article. Et bien sûr, si vous avez la liste des catégories, vous pouvez l'afficher dans un data grid view, vous pouvez l'afficher dans un list view, etc. Vous pouvez également utiliser link to entities pour faire des requêtes sur les données. Donc, comme les requêtes qu'on a vues hier. Donc, vous avez article 2 égale from ar in context.articles where ar.nom.contains t, les articles dont le nom contient t, et ar.prix supérieur à 2000 et ar.quantité supérieure à 2. Et ici je mets select new, donc je crée un nouvel objet. Vous pouvez mettre select ar. Si vous mettez select ar, il va vous retourner une collection d'articles. Mais si vous mettez select new, ça veut dire que vous créez un autre objet qui contient uniquement le nom et le prix, name et price. Donc par la suite, les objets que vous allez trouver à l'intérieur de cette collection contiennent deux propriétés, name et price. D'accord, donc on va faire une démonstration.
maintenant, on va créer un nouveau élément. Donc, je clique sur Données, ensuite Adobe.NET Entité Data Model. Donc, je l'appelle article modèle par exemple. Ensuite, je vais mettre F design à partir de la base de données. Suivant. Ensuite, je choisis la base de données. Donc, la base de données DB Commerce qui contient deux classes, articles et catégories. Ensuite, ici, vous avez l'objet qu'on va utiliser. Donc, je vais l'appeler commerce contexte. Si je cherche les bases de données dedans, est-ce qu'il y a serveur Oui, oui. Vous pouvez mettre ici nouvelle connexion et chercher créer une nouvelle connexion. C'est obligatoire à travailler avec SQL, la base de données SQL, on peut choisir. Vous pouvez choisir, mais SQL Server, c'est le plus adapté à la plateforme .NET. Si vous voulez travailler avec la plateforme .NET, il ne faut pas aller chercher un autre système de gestion de base de données parce qu'il est très adapté. Il y a des objets qui se connectent facilement. Donc, c'est comme MySQL avec PHP. On ne peut pas utiliser PHP avec SQL Server parce que vous allez trouver des problèmes pour trouver un hébergeur qui possède, qui vous héberge un site avec SQL Server, qui propose SQL Server avec PHP. C'est la même chose ici. Donc SQL Server il est le plus adapté. Et il y a une version qui est gratuite que vous pouvez utiliser, c'est la version Express. Donc ça ne pose pas de problème. C'est pour utiliser MySQL, je dois installer PostgreSQL. Oui. C'est pas une librairie, il y a euh, des bibliothèques, oui, des bibliothèques qu'il faut ajouter. Et même pour SQL Server, il faut ajouter des librairies. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est adapté, c'est très bien. Alors ici, je dois d'abord lancer, je crois qu'il faut lancer le serveur.
quel langage adapté pour moi tous les langages.